Raphaël Amselem, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste en politique publique et vous vous êtes également distingué ces derniers mois par rapport à vos analyses sur l'expression antisémite dans le monde politique et vous faites partie du think tank Génération Libre. Alors, invité hier sur France Info, Olivier Faure, le numéro 1 du Parti Socialiste, a évoqué des différends avec la France Insoumise sur Israël et sur la guerre à Gaza. C'est ce qu'il a dit, c'est que le fait de critiquer la politique israélienne, ce n'est pas de l'antisémitisme. Ce qu'il est, en revanche, soulignez-vous par exemple, c'est quand Jean-Luc Mélenchon parle des Juifs comme ceux qui ont mis Jésus sur la croix. Jean-Luc Mélenchon réhabilite ainsi le trope antisémite du peuple déicide. Alors, pourquoi ça ne compte pas pour Olivier Faure ? C'est à lui qu'il faut poser la question, mais à vrai dire, je pense qu'elle ne compte pas beaucoup pour lui, puisqu'il dit dans cette même interview que la France insoumise est assez proche de ligne rouge, assez proche apparemment, ça suffit pour ne pas être accusé d'antisémitisme, mais je pense que le sujet, c'est celui que vous venez d'évoquer, à savoir que on ne reproche pas seulement à Jean-Luc Mélenchon, à la France insoumise, des expressions maximalistes concernant le traitement du conflit au Proche-Orient, en parlant par exemple, comme l'ont fait certains, du Hamas comme un organe de résistance, du fait que je viens de voir une publication Instagram de monsieur député Delogu où on voit Israël avec de la lumière et puis en sous-titre des drapeaux palestiniens. Ça veut dire quoi ? Ils veulent la suppression de l'entité sioniste. Donc non, le sujet n'est pas seulement des expressions maximalistes. Ça fait bien longtemps qu'il y a un problème d'antisémitisme au sein de la France insoumise. Il est navrant que le Parti socialiste et les autres forces de coalition au sein du nouveau Front populaire ne veuillent pas affronter cette réalité de front. Le fait de ne pas vouloir affronter cette réalité de front, Raphaël Amselem, ça entretient aussi une confusion sur le sujet. Cette confusion, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence et à quoi sert-elle pour ceux qui l'entretiennent ? D'abord, elle montre sur un plan politique la soumission la plus totale du Parti socialiste, du Parti communiste et des Verts à la France insoumise. Et là, il y a une forme, de lâcheté, puisque d'une part, nous avons vu lors des élections européennes qu'en réalité, il n'y a pas de supériorité électorale de la France insoumise. Nous l'avons de nouveau vu lors des élections législatives, puisque la composition du nombre de députés au sein du nouveau Front populaire ne donne aucune majorité à la seule France insoumise. Et puis, entre la sortie de Chikirou, les sorties de Madame Hassan, celle de Monsieur Delogu, je veux dire, il y a largement matière à faire en sorte de dégager, je dis bien dégager les personnes problématiques. Donc ça montre surtout une forme de lâcheté et une non-inclusion des questions d'antisémitisme, en tout cas, qui ne va pas au-delà de certains tweets de colère, mais de colère un peu feinte. C'est facile, moi aussi, je peux faire des tweets. Raphaël Amselem, de colère un peu feinte, et puis également ce qui a été exprimé par Jean-Luc Mélenchon après ce qui s'est passé à la Grande Motte, à la synagogue de la Grande Motte. Parce que Jean-Luc Mélenchon, dans son tweet, il parle de laïcité, il parle d'atteinte aux croyants concernant donc cette attaque antisémite contre la synagogue de la Grande Motte. Comment vous expliquez ce déploiement lexical pour qualifier ce qui s'est passé ? D'abord, je constate que M. Mélenchon a visiblement un grand problème avec les synagogues qui sont brûlées. Puisque lorsqu'il y avait eu l'incendie à la synagogue de Rouen, c'était exactement le même tweet qu'il a fait. C'est un problème de laïcité, liberté de conscience. Par contre, quand une mosquée se fait taguer, là, c'est de l'islamophobie. À raison d'ailleurs, mais c'est de l'islamophobie. Donc, dans un cas, on qualifie. Dans un autre cas, on ne qualifie pas. Et je pense que c'est tout à fait en cohérence avec le discours de M. Mélenchon qu'il a tenu encore récemment. L'antisémitisme est résiduel. Donc, le fait que des juifs soient attaqués, c'est pas de l'antisémitisme, c'est un problème tout à fait autre, quelconque. Et donc, on ne qualifie pas le problème. C'est une nouvelle fois une dénégation de l'explosion de l'antisémitisme auquel nous assistons, que nous assistons d'autant plus, et il faut le dire dans ces termes-là, qui explose à l'aune du conflit israélo-palestinien. C'est un drapeau palestinien que l'assaillant tenait sur lui au moment d'essayer d'incendier cette synagogue. Il y a donc bien une corrélation entre une forme extrêmement violente et maximaliste de l'antisionisme et l'antisémitisme.
Raphaël Amselem, il y a ces chiffres qui sont tombés après donc cet attentat. Le ministre de l'Intérieur annonce une hausse de 200% des actes antisémites en France depuis le 1er janvier. Je vais poser la question directement. C'est la faute de LFI ? Ce n'est pas la faute de LFI. Parce que LFI n'a jamais appelé à brûler des synagogues ou à s'attaquer à des juifs. En revanche, il y a bien un climat permissif dans le débat public qui libère une parole. Lorsque vous avez Madame Hassan qui dit que le CRIF dicte sa politique diplomatique à la France, jouant avec tous les standards soraliens qui se propagent sur Internet depuis des années. Le CRIF qui contrôle la politique du gouvernement. Là, quand elle dit ça, je pense à cette image très connue dans les sphères complotistes du président du CRIF, l'ancien qui tenait de la main Macron comme s'il le manipulait. Donc quand vous avez, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Oui, il y a eu aussi les autocollants avec séparation du CRIF et de l'État. Bien ça sûr, aussi, c'était bien sûr, quand vous dites que le Hamas est un organe de résistance, qu'au fond, la violence du colonisé, c'est d'abord la violence du colon, bien sûr que vous avez un climat qui libère une parole. Donc non, la France insoumise n'est pas responsable du fait qu'il y ait des actes en France. Ça, c'est la seule responsabilité de ceux qui font des actes antisémites. En revanche, oui, il y a une permission qui est donnée d'avoir une certaine liberté à l'égard des Juifs. Raphaël Amselem, ce climat de violence antisémite, il est souvent mélangé aussi au climat qui s'exprime à travers les modes d'expression politique de la France insoumise, en disant finalement c'est une continuité. Est-ce que c'est une continuité, cette façon dont la France insoumise a de s'exprimer à l'Assemblée nationale, a de tenir parfois des propos qui clivent effectivement le débat, je parle en dehors de l'antisémitisme, est-ce que c'est une continuité avec ces expressions qui peuvent favoriser l'antisémitisme ? D'évidence, il y a une radicalité. Il y a une radicalité quand elle est à l'Assemblée nationale. Il y a une radicalité quand on traite du conflit israélo-palestinien. Maintenant, je ne vois pas en quoi la radicalité en elle-même produit de l'antisémitisme. Si vous voulez, les tenants de l'antisémitisme de la France insoumise sont connus. Je pense qu'elles sont de deux ordres. D'une part, ce qu'on appelle la théorie critique de la race, qui a une mauvaise interprétation, qui considère, pour le dire simplement, que les Juifs sont des Blancs et des riches, donc en conséquence, ce ne sont pas des minorités, ils font partie de la majorité, donc ce sont des oppresseurs. Je vais un peu vite, mais c'est pour simplifier l'idée. Le deuxième point, c'est une vision totalement délétère et maximaliste du conflit israélo-palestinien, où Israël, sur la scène internationale, devient la nouvelle causalité diabolique. La cause de tous les maux, de tous les peuples opprimés, est un génocidaire, est le pire des régimes, le pire des fascistes. C'est une monstruosité, pour reprendre un mot d'auteur. Donc non, c'est beaucoup plus, je pense, et je pense que c'est beaucoup plus dans ses raisons de fond. Parce qu'en réalité, la stratégie de déstabilisation de la France insoumise, qui veut qu'elle soit violente à l'Assemblée nationale, elle est assez récente. Alors que les sorties antisémites, en tout cas qui avant flirtaient avec, elles sont beaucoup plus anciennes. Raphaël Amselem, on pose souvent sur des plateaux télévisés, on a vu ça récemment avec le grand rabbin de France, interviewé sur l'antisémitisme, à qui on demande de s'exprimer sur ce qu'il se passe en Israël, ce qu'il pense des opérations israéliennes. Raphaël Amselem, est-ce que ça aussi, ça entretient pas une confusion finalement? Est-ce que cette confusion, c'est pas aussi finalement ce qui traîne un peu dans le débat public, c'est-à-dire qu'au moment où on demande, où on pose des questions à quelqu'un sur l'antisémitisme, finalement on finit toujours par lui demander ce qu'il pense de Gaza, d'Israël, du conflit des Palestiniens, etc. Oui, il y a un énorme problème à ce niveau-là qui ne concerne pas que l'exemple que vous donnez, qui est général, avec même des élus à gauche qui très souvent disent « nous condamnons l'antisémitisme, n'oublions pas les Palestiniens ». Alors, pardon, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est l'effort que, pour ma part, j'essaye de faire depuis le 7 octobre, qui n'est pas un effort évident, parce qu'à vrai dire, l'attaque du 7 octobre, elle est profondément liée aussi à la question de la judéité. C'est un organisme fasciste qui s'appelle Hamas, qui, au nom d'une volonté génocidaire explicite à l'égard des Juifs, a produit le 7 octobre. Donc, c'est toujours difficile de totalement séparer les deux. Néanmoins, je pense qu'on peut tout à fait s'exprimer sur ces questions d'antisémitisme sans déboucher sur
la position des uns et des autres. D'ailleurs, on s'en fout. Même si je vais prendre un cas extrémiste qui n'existe pas, mais prenons-le. Imaginez un juif qui est un extrémiste, qui a des positions absolument horribles sur le conflit. S'il a subi des actes antisémites, ça doit être condamné de la même façon. Ce sont deux sujets qui doivent être traités différemment. Il est bien dommage que nous n'arrivions pas à le faire toujours dans le débat public français. Pour vous, concernant justement le débat public, on va revenir aussi au débat public actuel. La solution au blocage actuel sur la nomination d'un gouvernement et d'un Premier ministre, ce serait quelque part la proportionnelle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut partir des racines de la situation du blocage politique que nous vivons. Les racines de ce blocage sont profondément liées à notre mode de scrutin. Parce que ces élections n'ont strictement rien tranché. Parce que nous avons vu des blocs hégémoniques qui se sont formés dès le premier tour pour essayer d'être majoritaires. Donc, on n'a pas eu des lignes politiques départagées, nous avons eu le grand mélange. Et puis surtout, le deuxième tour a vu un autre mélange qui est encore plus navrant, le grand mélange des voix entre le centre, la droite et la gauche, dans le seul objectif de faire barrage contre le Rassemblement national. Donc, il y a quand même cette question que ces élections n'ont rien tranché et que si nous continuons avec ce mode de scrutin, on va continuer à faire des élections. Le seul impératif sera de faire barrage au Rassemblement national. Et pardon de dire, je suis très opposé au Rassemblement national, tant sur les questions d'antisémitisme que le programme de fond, mais battre le Rassemblement national n'est pas un programme politique. Donc, nous avons eu la dispersion des sensibilités politiques qui aboutit à ce qu'aujourd'hui, et c'est là le point essentiel de mon propos, personne ne peut revendiquer être légitime pour mener un gouvernement. Le Nouveau Front Populaire a gagné grâce aux voix du centre et le centre a gagné grâce aux voix du Nouveau Front Populaire. Il est d'ailleurs étonnant de voir que hier, c'était le reproche de la gauche à l'égard de la Macronie, et qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. La Macronie qui hier refusait le reproche, le formule aujourd'hui à l'égard du Nouveau Front Populaire, qui aujourd'hui refuse qu'on lui fasse ce reproche. On est dans l'incohérence généralisée. Donc, nous avons besoin d'un mode d'élection, d'un mode de scrutin qui permette, et c'est ça le sujet aujourd'hui, la fabrication du compromis. Or, vous ne pouvez pas avoir de fabrication du compromis si vous n'avez pas, des lignes politiques départagées, qui sont tranchées par les électeurs, par un vote de conviction dès le premier tour, et qui fera en sorte que personne ne sera pris au piège d'alliances électorales anti-élection. Ce qui est aujourd'hui le problème, je vais prendre un exemple très concret, le Parti socialiste. Lorsqu'il y a des élections à la proportionnelle, le Parlement européen, le Parti socialiste se sent libre d'aller former des majorités et des compromis avec le centre et la droite. Dans un mode de scrutin majoritaire où vous devez cumuler le plus de voix possible avant les élections, le Parti socialiste est pris au piège d'une alliance électorale qui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Donc, nous avons tous les ingrédients aujourd'hui qui font en sorte que nous ne pouvons pas fabriquer du compromis. Et comme je viens de l'exprimer, cela me semble extrêmement lié, pas que, mais extrêmement lié à notre mode de scrutin. Merci beaucoup Raphaël Amselem, analyste en politique publique pour le think tank Génération Libre. Merci et bonne fin de journée à vous.